Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette conférence de presse de la concertation haïtienne pour les migrants dans le quartier Saint-Michel. Avant de débuter, j'aimerais remercier tous les membres de la concertation haïtienne pour les migrants qui sont présents dans la salle et merci aux médias qui ont pris soin de se déplacer. Dans le cadre de la crise qui se déroule en Haïti, la concertation a mené de larges consultations auprès de plusieurs groupes et acteurs de la diaspora haïtienne au Canada. Le tout pour en arriver à l'initiative que nous vous présentons aujourd'hui. Alors, le déroulement de cette conférence de presse, nous allons vous faire la lecture du communiqué qui explique l'initiative. Par la suite, nous aurons une intervention de M. Franz Voltaire, directeur du syndicat, et nous poursuivrons avec une période de questions et des entrevues auprès des porte-paroles. Donc, je vous présente les personnes qui sont ici. Madame Marjorie Villefranche, directrice générale de la Maison d'Haïti, co-porte-parole de la concertation haïtienne pour les migrants. Madame Ninette Piou, directrice générale du Centre Narivé, co-porte-parole de la concertation haïtienne pour les migrants. Monsieur Franz Voltaire, directeur général du syndicat. Et je me nomme Marcel Apollon, je me charge de la coordination de la concertation haïtienne pour les migrants. L'approche de Montréal, une initiative nouvelle pour affronter la crise haïtienne. Haïti vit l'une des crises les plus graves de son histoire. Un caillou économique, politique et social exacerbé par les massacres, les risques d'épidémie, des pénuries d'eau potable, de médicaments et de nourriture menaçant la vie de près de 11 millions d'habitants. Pour appuyer l'émergence d'un État juste et prospère en Haïti, la concertation pour les migrants plaide pour une approche nouvelle et transformationnelle. Sa démarche marque un point de rupture avec les interventions internationales passées, n'ayant pas atteint les objectifs énoncés, car elles n'émanent pas toujours des Haïtiens. Appelée Approche de Montréal, cette initiative considère qu'il revient à la population haïtienne et à sa diaspora canadienne et internationale d'être les maîtres d'œuvre du chantier visant à redresser le pays, à améliorer les conditions de vie et à mettre fin au cycle de violence, particulièrement sur les femmes, les filles et les enfants. Cette grande corvée touche à de nombreux aspects d'Haïti, dont le développement de ses régions, de ses villes de province et de ses collectivités locales, territoriales, afin de faire le contrepoids à la concentration et la centralisation dans la capitale de Port-au-Prince. Elle vise aussi la mise à niveau des écoles et des centres de santé, de même que le développement de l'économie, d'une démocratie haïtienne et d'une bonne gouvernance. Pour appuyer la population du pays, l'approche de Montréal repose notamment sur la société civile haïtienne, sur ses leaders et sur la présence de sa forte diaspora dotée de compétences diversifiées, notamment en éducation, en santé, en ingénierie, en technologie, en politique, en administration publique, en affaires, en finance, en droit et en travail social. Au Québec seulement, en plus du réseau des organismes communautaires, elle compte aussi sur plus de 30 organisations régionales haïtiennes. Ces dernières s'investissent sans l'appui gouvernemental dans le développement de leur localité d'origine. Pour accélérer ces démarches, l'approche de Montréal mise enfin sur cet allié, le gouvernement du Canada, pour accompagner les initiatives qui seront développées par la population et par ses citoyens d'origine haïtienne dans 3 secteurs clés: l'aide humanitaire, l'aide au développement et la recherche de la paix. L'approche préconisée se veut post-coloniale et axée sur des projets proposés par les Haïtiens et leur diaspora, plutôt que sur un plan canadien pour Haïti. S'il accepte la main tendue, le gouvernement fédéral appuiera un vent haïtien de réforme porté par de solides principes canadiens: ordre et sécurité, démocratie, élections libres sans ingérence étrangère, droits de la personne, stabilité et respect des institutions, cadre juridique, vérité et réconciliation. En ajoutant ce type innovant d'intervention dans son coffre à outils, le Canada donnera un nouveau visage à sa politique étrangère. Et puisque le pays possède de très nombreuses diasporas, inspirées par ses valeurs de respect, d'entraide et de solidarité, le gouvernement canadien pourra utiliser cette approche dans le cadre d'autres conflits.
Merci. Nous allons maintenant passer à une intervention de M. Franz Voltaire, directeur du syndicat. Bonjour tout le monde. Et effectivement, dans le cadre de cette approche de Montréal, je crois que c'est une approche innovatrice. Parce que c'est peut-être la première fois que la diaspora haïtienne, dans son ensemble, celle de Montréal, mais aussi en concertation avec ceux qui se passent aux États-Unis ou en France, où les diasporas haïtiennes sont très importantes, il s'agit de proposer, en fait, on l'a déjà envoyé une communication au Premier ministre Justin Trudeau, de même qu'à Mme Mélanie Joly, un plan d'action, certes, qui devrait être bonifié dans des rencontres avec les autorités fédérales. Je pense que ça devrait s'étendre aussi à la province du Québec, puisqu'il y a des liens très particuliers entre le Québec et Haïti. Et c'est un plan qui devrait pouvoir à la fois renforcer les questions sécuritaires qui sont urgentes, parce que tous les jours, hier encore, il y a eu des assassinats, et ça nous touche tous, puisque moi je connaissais cette personne qui a été assassinée hier, je dirais, par des gens qui attaquaient une région qui était mon ancien quartier, et c'est extrêmement important que, par exemple, ce qu'on a souligné au gouvernement canadien, de faire pression ou de négocier avec les États-Unis particulièrement, par exemple, le contrôle des armes et des munitions qui, pour l'essentiel, viennent du port de Miami. On sait que la plupart de ces munitions sont achetées dans certains États, comme le Montana, comme la Géorgie, et acheminées à Miami, puisqu'il y a en vente libre ces munitions et ces armes, puisque Haïti ne produit aucune arme, et on se demande comment on a pu tolérer pendant toutes ces années l'arrivée de munitions sortant presque tous du port de Miami, de même qu'une partie vient de contrebande venant de la République dominicaine. Donc là encore, je pense que le Canada a des moyens de négocier en amont qu'il y ait ce contrôle. Bon, après, il y a aussi une deuxième partie. La police nationale a montré, du moins certaines unités d'entre elles, une capacité de résistance face au groupe. Donc il y a pratiquement un embargo sur la vente d'armes et de munitions à la police nationale. Là encore, on pourrait renforcer certaines unités de la police nationale pour permettre une forme de stabilisation. Il y a encore le problème humanitaire. Et ça, c'est un problème urgent, puisque suivant l'OMS, plus de 4 millions d'Haïtiens sont menacés et 1 million vivent dans une situation pratiquement de famine. Et il y a une possibilité de renforcement de tout cela, parce qu'on s'est concentré sur Port-au-Prince. Mais Port-au-Prince, même si on l'appelait la République de Port-au-Prince, Port-au-Prince n'est pas Haïti. Des régions comme le Cap et la région Nord sont encore des régions où le banditisme n'a pas une extension très grande, de même que dans le sud du pays, de même que dans certaines régions du sud-ouest comme Jacmel. Donc, quelque part, il faut renforcer ce qui permettrait une forme de décentralisation, à la fois de l'aide à Haïti, mais aussi au renforcement du reste du pays pour éviter que ce banditisme puisse s'étendre en Haïti. Maintenant, il y a aussi le problème très urgent, parce que la population est en train de vivre une situation où l'absence de médicaments, le pillage par exemple, samedi on a eu le témoignage de quelqu'un qui a vécu très longtemps au Canada, il était à l'université Laval, Madame Marie-Lise Rousier, qui est prof à l'université en Haïti, et qui signale qu'effectivement, il y a eu un pillage près de l'hôpital général de toutes les pharmacies qui sont passées au feu après. Donc il y a une situation d'urgence qui demande pour le Canada, c'est peut-être de changer sa politique, c'est-à-dire d'avoir une autre orientation dans la définition de sa politique, puisque ici, il y a quand même énormément de ressources haïtiennes, ou d'origine haïtienne, ou des gens qui sont proches de la communauté haïtienne, et qui ont travaillé sur Haïti. Je pense que c'est important que l'on puisse, dans l'approche nouvelle que nous proposons, non seulement qu'il s'agit de nous consulter pour dire qu'on nous a consultés, mais que la mise en œuvre
d'un processus, parce que bon, c'est un processus, ça ne va pas résoudre le problème en 24 heures, mais c'est un processus qui devrait mettre en œuvre, et ça peut être innovant pour le Canada d'utiliser des ressources de sa diaspora d'origine haïtienne dans la mise en œuvre. Parce que si quelqu'un peut enseigner à Polytechnique pendant près de 20 ans, si quelqu'un peut enseigner dans les universités, opérer dans les hôpitaux québécois, opérer sans qu'il y ait malpractice nécessaire, donc on se rend compte qu'il y a suffisamment de ressources pour mettre en place ce processus qui permettrait une stabilisation du cas haïtien. Or, on n'a jamais fait cette approche. C'est-à-dire, ça aussi demande une rupture avec des pratiques bureaucratiques traditionnelles qui ont servi plus à renforcer, je dirais, certaines ONG qu'à permettre le développement du pays. Parce que là encore, je crois, et je laisserai la parole aux journalistes qui sont présents, je crois que cette approche nouvelle est extrêmement importante, elle serait innovatrice, non seulement pour le Canada, mais dans le contexte actuel que nous vivons, de changement climatique, de risques de pandémie, de problèmes qui vont s'accélérer dans le monde, eh bien, en utilisant ces ressources à bon escient, en travaillant avec la communauté haïtienne, eh bien, nous sommes peut-être les mieux à même d'aider à faire ce pont entre Haïti et sa diaspora. Avant de passer à la période de questions, vous comprendrez que Mme Marjorie Villefranche, co-porte-parole de la Maison d'Haïti, ayant une inspection de voix, on aimerait vous partager sa citation qui est contenue dans le communiqué de presse. Donc, nous exhortons le gouvernement canadien à suivre les traces du feu Premier ministre Brian Mulroney, dont nous saluons la mémoire, qui a fait preuve de courage à assumer un leadership international dans la lutte contre l'apartheid. Nous sommes convaincus que le gouvernement du Canada peut à nouveau inspirer le monde dans la quête d'un avenir meilleur et durable pour Haïti. Merci. Donc, si vous avez des questions, les porte-paroles sont disposés à y répondre. Oui. Merci. Bonjour, Louis-Olivier pour le média L'Esprit Libre. Je voudrais poser une question à monsieur. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un manque de volonté politique de la part du Canada dans l'assistance à Haïti et à la population haïtienne? Je crois qu'effectivement, on est pris dans une approche bureaucratique, dans l'approche vers Haïti, pour aider Haïti. C'est une question, je me rappelle, qui s'est posée depuis plusieurs années. On veut aider, entre guillemets, à développer le pays, mais c'est comme si on veut le faire sans les Haïtiens, c'est-à-dire ou en dehors des Haïtiens. Je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même énormément de compétences, même des gens qui ont été, je pense, comme ça, sans quelque chose de partisan, à des Haïtiens qui ont occupé diverses fonctions électives ou diverses fonctions. Il y a plusieurs sous-ministres haïtiens au Québec, tout particulièrement. Il y a des gens, énormément de gens ont travaillé dans les ministères du Revenu. Je me rappelle une fois avoir discuté avec l'ancien Premier ministre Paul Martin et de dire, écoutez, ça aurait été peut-être plus efficace de négocier avec l'État haïtien, de renforcer les institutions publiques. On a choisi d'appuyer des ONG. Mais les ONG, non, aucun pays du monde ne s'est développé. Il faut renforcer l'État haïtien, ses institutions. Et je lui avais dit, mais écoutez, il y a quand même plus d'une centaine de personnes qui travaillaient à Revenu Québec, Revenu Canada. Eh bien, quelques-uns d'entre eux ont cette expérience, à la fois haïtienne, à la fois québécoise ou canadienne, qui aurait permis peut-être de mettre en place des réformes efficaces. C'est-à-dire, il y a eu, et puis je finis avec ça, il y a eu, au lendemain du tremblement de terre, je vois Ninette qui avait participé à cet exercice. Ben, c'est le professeur Samuel Pierre, de Polytechnique, qui avait fait appel à plus de 700, je parle de 700 spécialistes haïtiens dans tous les domaines. Écoutez, M. Paul, je pense qu'il enseigne à Sherbrooke, il est un des grands spécialistes au Canada des problèmes sismiques. Eh bien, il avait proposé à l'époque, on avait proposé, d'ailleurs le livre existe, il a été publié par les presses de l'université de Polytechnique. C'était une sorte de livre blanc, je dirais, sur comment résoudre un certain nombre de problèmes. Non pas comme une solution magique, mais c'était une initiative haïtienne. Pendant le premier mois, comme il n'y avait rien, on nous avait dit,
je pense que oui, c'est très bien cette initiative. Et tout de suite après, on est rentré avec d'autres approches et qui vont se révéler destructives parce qu'on a eu des occupations qui n'ont jamais marché. Au lieu de renforcer la police nationale, au lieu de créer, et ça je me rappelle avoir eu une discussion avec un général argentin qui était dans la MINUSTA et qui disait voilà, la MINUSTA a servi pour stabiliser. Je dis mais vous n'êtes même pas foutu capable d'avoir créé dans un pays menacé par des cyclones, menacé par des catastrophes naturelles, et ça bien avant le tremblement de terre, même un corps de pompiers. Même un corps de pompiers, vous n'avez pas été capable. On a dépensé des milliards, mais qui n'ont servi à rien parce que la plupart de ces ressources sont retournées à l'extérieur ou ont servi à payer avec une fraction. On aurait pu renforcer des unités de la police nationale, des unités des gardes-côtes. Pendant très longtemps, et il y a eu une entrevue du président à l'époque, c'était René Préval, à la Jamaïque. Moi, j'étais là par hasard. On est allé assister à cette réunion et quelqu'un lui avait dit, mais enfin, pourquoi il n'y a pas eu d'effort fait pour arrêter le trafic de drogue vers Haïti? Il a dit, je n'ai pas de garde-côte, je n'ai pas d'avion, je n'ai pas d'hélicoptère, c'est vous qui les avez. Il parlait aux Américains à l'époque. Et il dit, mais je vois que vous avez arrêté des milliers de migrants, mais aucun trafiquant. Donc, quelque part, il faut reviser ce qui a conduit à cette catastrophe en Haïti. Parce que cette catastrophe, elle n'est pas née au hasard. C'est-à-dire, ça a été les choix. Et même sur les choix électoraux, après la catastrophe de 2010, ce tremblement de terre tragique, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? On a décidé de nous faire avaler un histrion, un délinquant comme président. Et ça entraîne une chute. Lui-même s'était défini, Michel Martelly, comme, n'est-ce pas, il s'appelait un bandit légal. Voilà, il portait bien son nom. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le représentant adjoint de l'OEA qui a publié un livre que je peux faire avoir ceux qui veulent l'avoir, puisque je l'ai en PDF. C'est nous qui l'avons publié ici, au Québec. Eh bien, M. Ricardo Seitenfus avait déjà annoncé cette catastrophe. Plus, ajoutons la catastrophe du choléra qui est encore présent en Haïti et dont on n'a jamais indemnisé aucune des 9000 victimes qui sont mortes. Ni leurs familles, ni les 90 000 personnes qui ont été atteintes. Et la bacille du choléra existe encore en Haïti. Alors, quelque part, il faut reviser nos approches, il faut penser autrement pour sortir Haïti de cette situation dans laquelle on l'a maintenue. Stéphane Boucher, 98.5, vous dites que vous avez adressé votre proposition à Mme Joly et à M. Trudeau. Peut-être juste une réponse rapide. Est-ce que vous avez eu une réponse de ça? Et autre question, je vous demanderais, dans le meilleur des cas, si une réponse favorable du gouvernement fédéral, quelle forme vous voudriez que cette collaboration-là prenne? Une espèce de comité sur lequel vous pourriez peut-être siéger, juste avoir une idée concrète de votre vision des choses. Mais je peux répondre à la première partie. Donc, oui, le document a été envoyé. Oui, donc je vous confirme que le document intégral a été envoyé au premier ministre Justin Trudeau ainsi qu'à Mme Joly, ministre des Affaires étrangères, le 18 mars. Donc, nous n'avons pas encore reçu le suivi, nous sommes quand même le 20. Donc, voilà, je vais laisser la parole poursuivre avec l'autre volet de votre question. Donc, ce que nous demandons, comme M. Voltaire vient juste de le développer, ce que nous demandons, c'est un changement de paradigme, une transition de rupture, une approche transformationnelle qui va permettre à Haïti de sortir de la situation actuelle. Parce que la situation dans laquelle on vit, c'est la résultante des différentes interventions qui n'ont pas abouti, au contraire qui ont conduit à la défaillance de l'État. Alors, nous demandons au Premier ministre de transformer donc, son approche, d'agir différemment et de ne pas le faire seul. Alors, parce que nous, on est ici au Canada. C'est le gouvernement du Canada que nous devons interpeller pour l'inviter à changer sa façon de faire, à changer sa façon de voir Haïti, parce qu'ici, il y a cette diaspora qui est en mesure d'accompagner, de s'asseoir avec le gouvernement pour qu'on puisse travailler de concert avec les Haïtiens d'Haïti, les Haïtiens de la diaspora canadienne et qui se trouvent dans les autres pays aussi, pour qu'on puisse une fois pour toutes arriver à sortir Haïti de la situation actuelle et la mettre et faire émerger donc une vie plus acceptable pour les citoyens.
C'est ce qu'on demande. Donc, il y a, dans notre demande au Premier ministre, on lui demande de travailler avec nous. On veut travailler avec le gouvernement parce que le gouvernement ne pourra jamais s'en sortir seul. Haïti a besoin d'être accompagné, mais par ses enfants, qui se trouvent aussi bien en Haïti qu'ici. Et puis, nous, on pourra interpeller les gouvernements dans les pays où on se trouve. On demande deux choses, d'agir sur l'urgence sécuritaire, parce que là, il y a urgence. Il y a mort de personnes de toutes les façons. Mort à cause des violences, de l'insécurité, à cause de la famine qui commence à sévir. Donc on voit tout ce qui se passe. Alors vous connaissez aussi bien que moi, parce que c'est déclaré à longueur de journée, voilà ce qui se passe en Haïti. Alors, une urgence sécuritaire et développer ensemble une stratégie de développement. C'est ce qu'on lui a demandé et puis on attend sa réponse. Je voudrais ajouter, Ninette, juste un point. Vous savez, comme on dit, il texto tango. Quand on approche aussi ce gouvernement, il y a des problèmes auxquels le Québec, le Canada sont confondus. Je pense au problème de l'immigration, sans vous. Et je souligne que depuis 1987, il y a eu un livre qu'on a fait traduire de l'anglais dans notre maison d'édition, qui s'appelle, le titre anglais était Aiding as Migration, donc l'aide comme facteur de migration. C'est un économiste américain, George DeWin, qui en 87, le livre a été publié à cette époque, on avait trouvé que c'était extrêmement important. Et il dit, mais les politiques d'aide mises en place en Haïti par, disons, les pays occidentaux vont conduire à une accélération de la migration, vont conduire au problème que les Haïtiens vont quitter le pays. Parce qu'effectivement, les ONG n'ont de responsabilité que vis-à-vis de leur conseil d'administration et de ceux qui les subventionnent. Non pas qu'il ne soit pas nécessaire la présence de l'ONG, mais en fait, cette volonté qu'on a mis en place, ou disons cette erreur, appelons-le pour être gentil, une erreur, a été de conduire à je dirais, un désinvestissement de l'État. L'État n'étant plus responsable, c'est-à-dire dans certaines régions, l'ONG avait plus de ressources que les élus locaux, ce qui veut dire que les gens, et l'ONG n'a de responsabilité non pas vis-à-vis des gens qu'il est censé desservir, mais vis-à-vis de son conseil d'administration, vis-à-vis du gouvernement qu'il finance. Je crois que quelque part, il est nécessaire de reviser cette approche. Il est nécessaire d'aborder les questions fondamentales et non pas de penser qu'un band-aid va résoudre le problème haïtien. Il y a 11 millions d'Haïtiens et ils feront comme tout le monde. Si vous êtes menacé dans votre vie, si vous n'avez pas de choix, ben vous partirez. Vous partirez n'importe comment. Moi, j'ai appris qu'il y a aujourd'hui 17 000 Haïtiens qui sont en Turquie. Vous me dites la Turquie. Oui, mais parce que les gens, peut-être qu'ils vont essayer de rentrer en Europe, parce que les gens, ils vont essayer d'aller n'importe où. Ceux qui sont passés, qui ont traversé toute l'Amérique latine à pied. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous, moi par hasard, je n'ai pas traversé la jungle du Darien, mais j'ai été des deux côtés de la frontière, colombienne et panaméenne. C'est la jungle la plus difficile dans tout le monde. Les gens ont défié cette jungle pour passer et traverser cette jungle. Et ils le feront parce qu'il y a une vieille chanson haïtienne qui disait « Les dents des requins sont encore mieux », c'est une traduction du créole, sont encore mieux que la faim et la misère. Jean-Nima Boutou de l'UNESCO. J'ai écouté votre approche, mais je me pose la question, selon vous, par quoi il faudrait commencer? Justin Trudeau, justement, à qui les Américains demandaient incessamment de prendre le leadership de la question sécuritaire, a rencontré la communauté. Et un de ses députés, en entrevue avec moi, m'a déjà dit qu'une bonne partie de la communauté haïtienne ne voulait pas d'intervention en Haïti. Donc on a un problème là majeur, il faudrait commencer par ça. Vous, c'est quoi votre position? Par quoi il faudrait commencer? La sécurité ou pas? Je viens de le signaler, le Canada peut négocier avec les Américains, comme Mulroney l'a fait. Mulroney l'a fait à l'époque. C'est un gouvernement quand même conservateur, même si c'était progressiste conservateur. Mais il l'a fait vis-à-vis de l'apartheid. Il a fait changer, nous étions à l'époque de Reagan et de Margaret Thatcher. Et Nelson Mandela était qualifié de terroriste à l'époque. Donc, on se dit, écoutez, vous pouvez négocier que par exemple la garde côtière américaine, elle intercepte
tous ces chargements d'armes qui vont vers Haïti. Parce que Haïti, c'est très différent du cas de l'Irak, c'est très différent du cas de la Libye. En Irak ou en Libye, d'abord, c'est des millions de kilomètres carrés en Libye, avec le Sahel, plus en Irak, il y avait des arsenaux extrêmement importants. En Haïti, on n'a pas la capacité de produire ni des armes, ni des munitions. Et si on arrivait à contrôler ça en amont, c'est déjà une première forme. Si, en plus de ça, on arrive à renforcer les unités de la police nationale, parce qu'une assistance, on ne parle pas d'intervention. Moi, je suis contre toute intervention militaire parce que ça ne va pas résoudre le problème. Ce qui peut peut-être aider à résoudre le problème, c'est l'assistance technique à Haïti. Quand il y a eu l'assistance à la police auparavant, c'était quoi? C'était, on envoyait des policiers canadiens ou québécois patrouiller dans les rues. Ils parlaient pas la langue, c'était très difficile. Alors qu'il aurait fallu peut-être un appui technique ou technologique à cette police nationale, que d'ailleurs le Canada a contribué à financer aussi. Donc moi, c'est pas une intervention, hein, je parle d'assistance à la police, mais je parle avant. La première chose, c'est oui, en amont. Maintenant. Hein? Et maintenant. Mais c'est maintenant, dès maintenant, où arrivent les armes et les munitions. Certes, l'aéroport est fermé, mais certains ports sont encore ouverts. Donc il faut contrôler l'accès aux armes et aux munitions. Si vous me permettez, en lien avec la question de l'urgence, justement, j'inviterais peut-être Mme Ninette Pugh, qui est co-porte-parole de la concertation, à peut-être faire un peu la lecture de la recommandation de la CHPM en termes d'urgence sécuritaire. Oui. Alors là, ce que dans nos échanges, nous avons considéré que, comme M. Voltaire vient de le dire, que la vie de près de 11 millions de personnes est en danger à cause de tout ce qui se passe, que l'État haïtien n'est pas en mesure d'assurer le droit à la sécurité de ses citoyens, considérant l'obligation du Canada de porter assistance à une population en danger, considérant l'expertise reconnue du Canada dans les opérations de rétablissement de la sécurité et de maintien de la paix, considérant la nécessité de préserver les conditions de sécurité dans les villes de province et les collectivités territoriales d'Haïti, considérant qu'une aide internationale organisée à partir des villes d'Haïti plutôt que de la République dominicaine est un signal positif pour le peuple haïtien, la concertation recommande que le Canada considère la situation sécuritaire d'Haïti comme un état de catastrophe nécessitant un traitement en mode urgence. Que l'acheminement de l'aide d'urgence se fasse en utilisant de préférence les infrastructures haïtiennes telles que celles du Cap haïtien et que le Canada priorise aussi l'achat de biens et services produits en Haïti. Que le Canada prenne le leadership d'une assistance internationale d'urgence visant à appuyer la police nationale pour la protection et la sécurité de la population. Ça veut dire un renforcement de certaines unités à l'intérieur de la police nationale, donc en apportant un appui stratégique, un appui technique pour permettre à la police haïtienne de faire ce qu'il mérite, parce que la sécurité d'une population revient à la police. Alors, mais comme ils n'ont pas les moyens, on sait que la police n'a pas les armes, les équipements nécessaires. Alors, si on force, parce qu'il existe déjà des unités qui existent à l'intérieur même de cette police, si on renforce techniquement et stratégiquement, parce que là, on voit beaucoup de stratégies qui sont mises en place par les bandits qui détruisent le pays. Alors, si il y a des accompagnateurs qui aident à développer des stratégies et apporter l'appui technique, alors la police haïtienne est en mesure d'arriver à résoudre ce problème. C'est pour ça qu'on demande à la protection, que le Canada fasse de la protection des conditions de sécurité dans les villes de province et les collectivités territoriales d'Haïti une priorité, et que le Canada fasse pression sur les gouvernements américains et dominicains pour instaurer un contrôle strict du trafic des armes vers Haïti à partir de Miami et de la République dominicaine. Vous croyez qu'ils sont assez suffisants pour ça? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont déserté, il y en a beaucoup qui sont allés dans le programme Biden, il y en a beaucoup qui sont corrompus et qu'on ne pourra plus utiliser, qui ont des liens avec des gangs. Sans cela, non, je crois qu'il y a des unités de la police, il y a eu des affrontements des unités de la police et des gangs. On parle de renforcement de certaines unités de la police, on parle du contrôle, effectivement, de la part des unités qui sont encore opérationnelles, et je pense que Ninette a souligné le fait que dans les villes de province, c'est-à-dire Port-au-Prince ne représente qu'une partie certes importante, mais une petite partie
du territoire national. C'est-à-dire aujourd'hui encore, que des compagnies aériennes aient décidé de ne pas partir d'annuler leur vol, mais l'aéroport du Cap fonctionne encore. Moi, je parle tous les jours avec des gens qui sont au CAI, au Cap. Eh bien, on n'est pas dans la même situation que Port-au-Prince. On peut expliquer la situation de Port-au-Prince pour diverses raisons. Mais on est dans une situation où il faut une assistance. On sait qu'on n'aura pas une intervention du Canada. Il ne s'agit pas d'une intervention militaire du Canada. Il s'agit d'assister à la police. Pourquoi ne lui fournit-on pas certaines unités, par exemple les voitures blindées, qui permettraient effectivement qui fonctionnent, parce que les Haïtiens achetaient des voitures blindées qui avaient des déficiences. Ce n'étaient pas des dons, c'était des voitures blindées qui avaient des déficiences. Donc, il y a des formules immédiates d'appui. On parle de certaines unités de la police. Donc, moi, je n'ai pas de réponse sur quelles unités fonctionnent, mais on peut penser à celles qui n'ont... Ceux qui ont déserté, ceux qui sont partis, on ne va pas compter sur eux. Mais il y a quand même... beaucoup de gens, vous serez étonnés, même des shérifs haïtiens qui fonctionnent, il y a quand même beaucoup de policiers haïtiens ici qui auraient pu servir aussi dans ces formes d'assistance. Et puis je peux ajouter que il y a quand même s'il y a beaucoup de policiers qui sont corrompus, mais il y a quand même des citoyens honnêtes, des policiers qui sont en mesure de défendre, donc ils ont Haïti à cœur, et puis à partir de cette, parce qu'en principe, ils sont à peu près 9 000. Si on a 2 000 ou 3 000 qui sont partis, des 6 ou 7 000 qui restent, au moins on peut trouver 2 milliers, 3 milliers qu'on est capable d'utiliser, de mettre à contribution pour sortir le pays du carcan dans lequel il se trouve. Donc, on va prendre une autre question, peut-être sur l'approche de Montréal. C'est ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, madame? Moi, c'est sur un élément un petit peu plus précis. C'est sur les 3 000 personnes, selon Affaires mondiales Canada, qui sont en Haïti en ce moment, avec le fédéral qui ne prévoit aucun vol de rapatriement. J'aurais aimé vous entendre là-dessus. Peut-être que je peux vous poser la question individuellement. Peut-être que vous pouvez répondre tout de suite. Je me demandais simplement si vous critiquez cette approche-là d'Ottawa. L'approche d'Ottawa, c'est intéressant, ça n'a pas été fait. Il y a Marcus Garcia, qui est éditorialiste et directeur de la radio Mélodie FM et d'Haïti en marche. Il a souligné que lors du tremblement de terre, on a rapatrié, lui il a insisté, puisqu'il a vécu très longtemps à Miami, sur les Haïtiens américains. Et il dit, c'est la première fois dans toute cette histoire, il a dit, est-ce qu'il y a une question raciale là-dedans? Parce que beaucoup d'entre eux étaient des Haïtiens américains, que c'est la première fois qu'on n'a pas donné les moyens d'évacuation des Haïtiens américains. On leur a dit, démerdez-vous, sortez du pays, mais le gouvernement américain n'avait pas mis en place de politique. Et je pense qu'on peut l'appliquer aussi aux Haïtiens canadiens, c'est-à-dire qui n'ont pas reçu l'assistance nécessaire pour pouvoir peut-être, je ne connais pas le nombre exact ni le chiffre exact, mais je sais que par exemple, ça a été dénoncé dans un éditorial. Je peux vous faire avoir cet éditorial, puisque ça a été publié, c'est sorti. Mais sur l'inaction, finalement, je comprends que la situation est particulièrement difficile à l'aéroport de Port-au-Prince, mais quand même, sur le fait que le gouvernement fédéral ne prévoit pas quand même de rapatrier des gens, des Canadiens, des Haïtiens canadiens, tout ça, bref. Vous connaissez assurément des gens qui ont des membres de famille qui sont coincés là-bas, je veux dire... Oui, ce matin encore, c'est sorti le conjoint d'une Québécoise, comme on dit, oui, qui est restée bloquée en Haïti. Et donc, il y a plein de cas particuliers, mais c'est les décisions qui ont été prises. Mais des fois, ces décisions ont été prises sans concertation avec la communauté. Je peux vous dire qu'il y a quelques années, je pense que c'était en l'année 1993, quand il y a eu cet événement du fameux Harlan County, c'est-à-dire ce bateau américain, quand il y a eu un accord de mettre en place une séparation entre l'armée et la police à l'époque, eh bien, une fois que le gouvernement américain avait décidé d'évacuer par le Harlan County, et donc de ne pas procéder au plan de séparation de l'armée et de la police à l'époque, je me rappelle que les représentants canadiens ont décidé en 48 heures de donner un signal qui était un signal terrible, parce qu'on était en pleine confrontation, qu'on allait évacuer
la GRC, je pense, en 48 heures. Donc, ce n'est pas nouveau. Mais ce qui est nouveau dans ce que vous dites, c'est le fait que le gouvernement n'a pas discuté avec la communauté haïtienne, les organismes de la communauté, pour voir quel type de solution on pouvait mettre en place. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions en lien avec l'approche de Montréal que l'on propose au gouvernement canadien? Ça va? Parfait. Bien, écoutez, on vous remercie grandement d'avoir fait le déplacement. Les porte-paroles ainsi que M. Volta sont disponibles pour des entrevues. Merci bien.